Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être démarrer, hein. Honneur à ceux qui sont là bien à l'heure et les autres nous rejoindront. Donc, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à ce forum consacré aux personnes en situation de handicap dans la commune. Donc, juste en un mot avant de donner la parole aux deux coprésidents de ce forum, c'est une première. C'est la première fois que dans un congrès de l'AMF, un forum est entièrement dédié au handicap. C'est vrai qu'on est dans une année particulière, hein. C'est les 20 ans de la loi du 11 février 2005, une loi très importante en matière de handicap, une loi universelle. Et, euh, et il y a aussi le contexte, je pense qu'il ne vous a pas échappé. J'ai l'impression que mon micro fait un peu des siennes. Oui, ça va et ça vient. Et oui, il y a un contexte qui ne vous a pas échappé d'élections municipales d'ici quelques mois. Donc l'idée aussi, c'est de remettre ce sujet comme une thématique importante de la campagne et surtout du début de mandat. Je suis déjà trop long, de toute façon, dans quelques minutes, je vais vous expliquer l'organisation de notre forum, de séquences et bien sûr les intervenants qui seront présents. Donc je donne tout de suite la parole aux deux coprésidents que je vais tout d'abord présenter. Donc Isabelle Assy, donc maire référente de handicap de l'AMF, ce qui est votre statut à tous les deux. Donc vous êtes maire de Quimper, et également présidente de la communauté d'agglo oui, c'est long, je vais dire juste de Quimper, mais le vrai nom est un peu plus long. Donc première coprésidente de ce forum, et Xavier Odo, donc également maire référent handicap de l'AMF. Et vous êtes maire de Grigny-sur-Rhône, Rhône, donc logiquement, c'est une commune qui est dans le Rhône. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je crois que tous les deux, vous avez ces fonctions de maire référent depuis un an, le congrès dernier, donc, qui était aussi un signe important de l'AMF sur ce sujet de l'AMF, sur le sujet de l'AMF, sujet du handicap. Je vous donne la parole tout de suite. Merci. Alors oui, il y a un an, on a commencé avec Isabelle à porter ce projet-là. Et la première chose qu'on voulait faire, c'était objectiver. Objectiver sur le handicap, où en étions-nous 20 ans après la loi. Et on veut remercier le président de l'AMF qui nous a soutenus, ainsi que les équipes de l'AMF qui nous ont soutenus pour lancer cette grande enquête auprès de l'ensemble des communes de France en se disant où en sommes-nous? Où en sommes-nous du handicap? Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que les choses ont avancé? Oui. Et comment les choses ont avancé? Où en sommes-nous? Et que devons-nous faire? Vous parlez des prochaines élections. Ça va être un enjeu. 20 ans après, tout n'est pas fait. Comment on va pouvoir encore permettre aux personnes en situation de handicap de vivre sereinement leurs droits dans cette République française qui accueille tout le monde et ne veut laisser personne au bord de la route. Donc voilà, notre travail, il est celui-ci avec Isabelle, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça a avancé, pourquoi parfois on a pris du retard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance mieux? Ça va être l'enjeu aussi peut-être de ce débat pendant les quelques minutes qui viennent. Et cette enquête, si je ne dis pas de bêtises, c'est une première. C'est vrai qu'il y avait un vrai besoin d'une enquête très transversale, hein, sur toutes les thématiques du handicap. Et c'est vrai que première enquête côté commune et intercommunalité. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai besoin en plus. Oui, parce que et moi, j'entends évidemment toutes les difficultés des personnes en situation de handicap et les associations qui sont là pourront témoigner qu'il y a encore des avancées à faire. Mais finalement, le bloc communal n'est pas le plus mauvais élève de la famille France. Et donc, c'était important aussi qu'on objective tout ça. C'est-à-dire que 70% des infrastructures relèvent des communes. Et là encore, sur les ERP, on va en parler dans quelques minutes, il y a un gros travail qui a été fait. Il y a 20 ans, il y a eu les 10 ans de l'ADAP aussi. Et c'était important de se dire, eh bien, finalement, les communes, c'est pas les plus mauvais élèves. Et c'était important, malgré leur diversité, parce qu'il y a les communes de petite taille qui ont des complexités bien plus conséquentes que celles de grande taille. Celles de grande taille vont nous expliquer que, alors, elles ont des bâtiments qui sont nombreux, qui sont classés. Enfin, tout le monde a plein de difficultés. Très bien, mais c'est pas qu'une question d'argent. Et on le voit bien, il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi la volonté de faire parfois. Et c'était important d'objectiver tout ça.
Et peut-être un mot d'Isabelle Assy. Et c'est vrai que l'enquête, vous avez dû le remarquer, elle est distribuée dans toute la salle, donc n'hésitez pas évidemment à la prendre. Oui. Oui, Vous il marche quand tu vas. Oui. Là, on vous entend bien, oui. Très bien. Donc, merci pour votre présence de ce jour. Vous voyez, c'est une première pour l'AMF d'avoir mis en œuvre un questionnaire permettant d'avoir un document objectivé de là où on en est de la mise en œuvre de la loi de 2005 relative à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et donc, je me disais, mais la salle va être totalement pleine, quoi. Voilà, alors c'est 10 h le matin, certes, mais quand même. Ils vont venir progressivement. Je tiens à vous remercier doublement pour votre présence. Et ça dit aussi, quand même, malgré tout, ça dit aussi qu'il y a encore du boulot. Je suis d'accord avec Xavier. Les mairies font vraiment une part importante de la question de l'accueil et de l'accessibilité et de l'inclusion. Nous allons en parler dans la deuxième partie de ce temps d'atelier. Mais pour autant, nous attendons aussi une feuille de route nationale permettant de donner aux élus, qu'ils soient municipaux, d'agglomération, vraiment les outils et des perspectives supplémentaires pour favoriser l'accessibilité et l'inclusion. Je dis cela parce que, en fait, pendant les tables rondes auxquelles on a pu participer, les auditions au Sénat, se posait la question de faut-il une autre loi relative à l'accessibilité et à l'inclusion ? Nous pensons que non. Nous pensons que cette loi de 2005, elle est vraiment complète, elle est vraiment importante et que là, l'heure, elle est vraiment à la mise en œuvre d'une manière aboutie des différents pans de la loi de 2005. Donc, pour terminer, parce que je sais que le temps est contraint, ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant, nous devons aborder la question de l'accessibilité et de l'inclusion d'une manière transversale. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile dans nos communes d'avoir de la transversalité parce que nous avons une personne déléguée au handicap, ok. Mais n'empêche que les questions d'accessibilité, elles doivent se poser dans tous les projets de fonctionnement, dans tous les projets d'investissement. Ça, c'est la première chose. Donc, transversalité. Et puis, dernier élément, un élément auquel je suis vraiment très attachée, c'est la notion d'accessibilité universelle. Bien souvent, on pense à certaines natures de handicap. Mais l'accessibilité, c'est pour toutes les natures de handicap, sans opposition, évidemment, entre elles. Et on n'a pas encore tout à fait ce réflexe-là. On en parlera lors de la table ronde de tout à l'heure. Mais c'est pour toutes les natures de handicap, quel que soit l'âge de la personne concernée. Donc, avoir vraiment en tête la notion d'accessibilité universelle. Si déjà on avait cette culture totalement partagée, je pense qu'on aura fait un pas supplémentaire au regard du pas qui a déjà été fait depuis 20 ans. Merci beaucoup, merci à vous deux. C'est vrai que chacun, vous serez plus présent sur les séquences, même si vous pouvez intervenir sur les deux, évidemment. Donc, deux séquences, comme je vous disais tout à l'heure. La première, sur l'accessibilité. J'ai envie de dire que c'est quand même le pilier de la loi de 2005, même si tous les autres sujets sont importants. Mais c'est vrai que l'accessibilité, pareil, au sens très large. On pense aux ERP, mais ce n'est pas uniquement, c'est la voirie, c'est les transports, c'est beaucoup de choses, c'est le numérique aussi. Donc, l'accessibilité comme condition de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ensuite, seconde séquence, l'inclusion des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie. Donc, c'est également beaucoup de sujets. Évidemment, on va parler pas mal de l'emploi et notamment des agents en situation de handicap. Mais on reviendra peut-être sur aussi la question de l'école, aussi, très, très importante. Question aussi du numérique, j'en ai touché un mot. Et de l'accessibilité aussi des bureaux de vote. Il y a des élections d'ici peu. A priori, on est dans les clous, mais il y a peut-être encore quelques zones d'ombre, va-t-on dire. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite la première séquence et je vous présente nos intervenants avec une large place un peu au retour d'expérience. C'est vrai que c'est ce qui paraissait utile, c'est de voir concrètement ce qui se passe dans les communes et les intercos. Donc, tout d'abord, Luc Bouard, qui est maire de La Roche-sur-Yon. Merci de votre présence. Président aussi de la communauté d'agglomération. Et c'est vrai que vous allez décrire beaucoup d'équipements dans votre commune et votre agglo qui ont été mis en accessibilité, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il est pénible, ce micro. Et il est... Oui, mais vous aurez le... Et oui, temps long sur deux mandats. C'est vrai que ça sera un point
qu'on abordera l'importance de la programmation et de l'affichage aussi de cette programmation. Autre intervenante derrière moi, Clémentine Lemarec, merci de votre présence, maire de Bénouville dans le Calvados, donc commune d'un peu plus de 2000 habitants, 2200 si je ne dis pas de bêtises, commune touristique, donc il y a des moments de l'année où vous êtes plus nombreux, même beaucoup plus nombreux. Mais ça sera intéressant de voir avec vous une commune, on va dire plus, je mets des guillemets, plus petite, de tout ce qu'on peut faire aussi. Et c'est vrai que chez vous, il y a même des choses qui datent d'avant la loi de 2005. Donc ça sera aussi un exemple intéressant. On aura dans la salle aussi d'autres témoignages de collectivités. Et autre intervenant, Arnaud de Broca, président du collectif Handicap. Merci de votre présence. Collectif Handicap, si je ne dis pas de bêtises, c'est 54 associations représentatives des personnes en situation de handicap. Donc justement, au moment, dans cette année, on fait un peu le bilan de la loi de 2005. Votre bilan à vous, vous l'avez déjà fait depuis le début de l'année, hein, j'imagine, dans différentes occasions. Et réagir aussi peut-être à l'enquête, à ce que vous entendez. Et voilà. On parlait tout à l'heure du besoin, pas d'une autre loi, ce que vous en pensez. Xavier Odo va nous accompagner plus particulièrement sur cette séquence. Je ne sais pas si vous voulez, peut-être, on a parlé de l'enquête, un chiffre, une tendance. Un petit chiffre rapide, simplement, que se dire que... Alors je rappelle que la loi de 2005 n'est pas une loi du BTP et du bâtiment, soyons clairs. Il y a plein de choses derrière. Mais c'est vrai que si on s'attache aux ERP, et finalement le travail des communes qui était de mettre aux normes leurs bâtiments, leurs voiries et une partie de leur transport, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que les 3/4 des communes disent on a eu des problèmes financiers. Les 3/4 des communes disent on a eu des problèmes techniques pour faire la mise en œuvre. Mais il y a eu la volonté pratiquement partout, dans 80% des cas, une volonté d'avancer. Donc à partir de ces chiffres-là, comment on va continuer à tenir le cap les uns les autres? Mais on va écouter mes collègues pour qu'ils nous disent, eux, comment ils ont réussi à avancer, puisqu'il y a des choses qui sont faites chez eux. Donc, je laisse la parole à qui commence. On va... Luc Bouard. Ah oui, puisque vous êtes derrière moi, je n'ai pas eu le réflexe. Oui, venez, parce que vous êtes... je ne sais pas si... oui, là, comme ça, vous allez intervenir tous les deux. Vous allez vous compléter. Donc, Luc Bouard, comme je disais, donc... Oui, là... Mais je vais tourner le dos aussi à d'autres personnes. Mais moins. Non? OK. Donc, c'est vraiment une logique commune et interco chez vous. Et peut-être quelques mots sur beaucoup de réalisations, équipements sportifs, culturels, transport. Mais le point de départ, l'idée effectivement d'une programmation en début de mandat, est-ce qu'on est en 2014, même avant Bonjour à toutes et à tous, et puis vraiment merci de m'inviter sur ce forum. Le handicap, c'est d'abord quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je vais faire une comparaison osée. 1958, la première loi réelle sur le handicap. N'oubliez pas que Charles de Gaulle a lui-même une fille qui est porteuse de handicap. 2002 et 2005, Jacques Chirac, qu'il a lui aussi dans sa famille, sa fille, qui est victime d'une maladie invalidante. Moi, c'est un peu pareil. J'ai poussé le fauteuil de roulant de ma fille pendant 20 ans et je ne pouvais pas arriver à la tête de la commune de La Roche-sur-Yon et faire comme si rien ne s'était passé. Et je pense que malheureusement, ou heureusement, en fait, c'est ce qui fait aussi avancer les choses, c'est quand on a été confronté au handicap, au quotidien, et avec tout ce que ça engendre. Au-delà de l'aspect humain, passion, tout ça, il faut dépassionner tout ça. Il faut juste considérer que la personne handicapée, elle doit avoir la possibilité d'accès, comme toutes les autres, à tous les équipements. Donc la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la tête de la municipalité et de l'agglomération, c'est de nommer une adjointe spécifique sur le handicap, sur l'accessibilité. Son travail, ça a été au niveau de la ville, puis de l'agglomération, de rendre tous les équipements que nous réalisions accessibles.
Alors, nous avons beaucoup investi sur les 2 premiers mandats. Malheureusement, je pense que le 3e mandat, avec ce que nous promet l'État, ça va être un peu plus compliqué, mais on va continuer quand même. On est tous d'un naturel voilà. Et puis, on est tous d'un naturel optimiste. Si on ne l'était pas, nous ne serions pas maires, clairement. Donc, voilà. Donc, nous, on a voulu, on a refait une piscine entièrement. Pour refaire la piscine, nous avons travaillé avec les associations de ceux qui portent les porteurs de handicap. Nous avons créé un handy room pour pouvoir changer, que les porteurs de handicap se changent dans des conditions équivalentes à celles des nageurs. Et avec des agents. Et avec les agents qui ont été formés et qui les accompagnent. Il y a les clubs sportifs à La Roche-sur-Yon, il y a beaucoup de clubs sportifs qui ont leur section handisport. Nous avons voulu, au niveau de l'agglomération, rendre tous les arrêts de bus accessibles. C'est fait. Et puis nous avons mis en place Andillon. Andillon, vous savez, nous, c'est La Roche-sur-Yon. Donc on l'utilise beaucoup à toutes les sauces. Donc Andillon, eh bien, c'est quand vous êtes porteur de handicap et que vous avez besoin de vous déplacer en ville, vous réservez votre transport et on vient vous chercher chez vous et on vous ramène chez vous. Voilà. Et donc, ça fait partie des choses que nous avons faites. Nous avons construit un cinéma. Donc le cinéma est équipé avec tout ce qu'il faut pour que tous les aspects visuels et sonores puissent être rendus le mieux possible aux porteurs de handicap. Nous avons réalisé aussi un musée. Je vous dis qu'on a fait beaucoup de choses. Nous avons construit un musée. Donc le musée, chaque œuvre bénéficie d'une description soit auditive, soit en braille. Nous avons... J'en oublie ici, KM, évidemment, notre SMAC, notre salle de musique actuelle, elle aussi flambant neuve, qui a été équipée pour l'accessibilité, bien sûr, à toutes les salles, mais aussi pour avoir le rendu de la musique, même quand on est sourd, et pour pouvoir avoir les vibrations au niveau du corps, pour pouvoir avoir le rendu de la musique. C'est un vrai travail, mais c'est quelque chose de fond. Nous n'avons fait aucune réalisation sans travailler avec les associations, parce que c'est eux les mieux placés pour pouvoir travailler. Et je le dis souvent aussi aux porteurs de projets en commerce ou en entreprise qui respectent la loi. Mais la loi, elle n'est pas toujours adaptée, elle, au handicap. Et donc, je leur dis, plutôt que d'essayer de cocher toutes les cases de la loi, prenez le temps d'appeler une association. L'association, en plus, elles ont l'habitude avec nous. Elles viennent vous voir, elles vont adapter votre usine pour des choses plus simples que celles que pourrait vous imposer la loi à la lettre et qui seront beaucoup plus efficaces pour l'accessibilité et puis et l'inclusion. Et l'importance aussi d'avoir peut-être une commission permanente aussi pour avoir ce lien continu avec les associations. En fait, on est toujours en contact avec eux. Ils font partie de notre collectivité à 100%. Et donc, ils donnent leur avis sur tout. Voilà, et on en a bien besoin. Et juste peut-être un complément, parce que vous évoquiez finalement De Gaulle, Chirac, vous. C'était une histoire de famille aussi. Non, il n'y a pas de classement. Et pendant longtemps, il y a des gens qui ont dit le handicap, ça ne nous intéresse pas, parce qu'ils n'étaient peut-être pas confrontés. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vieillissent tous. Tous ceux qui tenaient ce discours-là, que finalement le handicap, ce n'était pas leur truc, comme ils vieillissent, ils commencent à se sentir impliqués en se disant « Ah, mais finalement, les marches sont de plus en plus hautes, et puis finalement, la distance est de plus en plus longue. » Et là encore, l'évolution se fait aussi par le vieillissement, et ça permet de répondre aussi au vieillissement de la population, parce qu'on a un vrai projet qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a aussi comment on accompagne nos seniors dans une ville qui est le plus adaptée possible. Oui, et puis en fait, c'est souvent un problème de méconnaissance totale. J'ai 30 secondes pour vous donner une anecdote. 30 secondes. 30 secondes. Eh bien, j'organise, comme tous les maires de France, des réunions par quartier chaque année. Et dans une réunion de quartier, j'ai un monsieur qui se lève et qui me dit « Monsieur le maire, c'est une honte. Je me suis pris un PV parce que j'avais garé la voiture sur le trottoir avenue Ney à La Roche-sur-Yon. C'est une honte. Je veux que vous m'enleviez votre PV. » Alors, voilà... Il se lève, il était virulent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis oui, je suis d'accord, je vais vous l'enlever, à une condition. On va garer votre voiture, et puis je vais vous attacher sur je vais vous attacher sur un fauteuil roulant, vous allez venir sur le trottoir, vous allez descendre tout seul, remonter tout seul. Et si vous y arrivez,
eh bien, je ferai sauter votre PV. Et là, toute la salle s'est levée. Françoise, tu étais là. Toute la salle a applaudi. Ce qu'il faut aussi, mettre les gens devant leurs responsabilités. Et dans l'intitulé de la loi, si je ne dis pas de bêtises, il y a le mot citoyenneté. Hein. On se déplace un peu, on arrive dans le Calvados, à Bénouville. Donc, comme je disais, vous n'étiez pas encore maire, mais l'accessibilité de la mairie, ça date du 2001, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avant la loi de 2005, même si ça n'a pas été peut-être les travaux les plus importants que vous avez faits depuis, mais c'était un signal qui était important. Oui, c'est ça. C'est un de mes prédécesseurs qui, en 2001, en rénovant la mairie, c'est un petit peu du bon sens parce que pour le coup, vous m'aviez posé la question, mais il n'était pas personnellement touché par un handicap ou dans ses proches, quelqu'un porteur de handicap. Mais finalement, dans les petites communes, on a aussi du bon sens. Et il a souhaité le rendre accessible. Et quand la loi est passée, son successeur a souhaité, lui, programmer. Parce que c'est vrai qu'il en a du bon sens, mais parfois, on a du mal à se mettre à la place de l'autre. Et c'est vrai que la rampe d'accès avait été faite. D'où le travail avec les associations dont on parlait. Ouais. Et donc, on arrivait à la mairie, mais on était face à une porte close. Donc, si vous n'avez pas la force ou si vous n'avez pas la petite sonnette pour pouvoir vous faire accompagner, vous ne pouvez pas rentrer en toute autonomie dans la mairie. Donc, son successeur ensuite a pris la suite. Donc, c'est-à-dire qu'il a installé une porte automatisée et puis avec les agents des services techniques, ils ont programmé. Ce qui est quand même assez rare dans les années 2000 de programmer l'ensemble du plan d'investissement pour rendre les bâtiments publics accessibles. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi la voirie. Donc même dans nos quartiers, on a les bandes réfléchissantes pour les personnes déficientes visuelles. On a l'ensemble des avenues qui sont accessibles, PMR et les bornes Twisto aussi. Et plus récemment, on a aménagé la place de la mairie, donc qui est vraiment au cœur de Bourg, pour en créer un lieu de rencontre. Et puis on a essayé de se mettre à la place de toutes les personnes, de 0 à 99 ans, parce que c'est vrai que parfois on oublie aussi de se mettre à la place de l'autre et de se mettre à la place d'un enfant qui, lui, dans l'espace public, ne voit pas à 1,80 m, mais voit plus bas. Et on a pensé, vous le disiez tout à l'heure, à nos seniors, en se disant des bancs, c'est bien, mais quand on souffre de certains maux, on a du mal à se relever. Donc, tout simplement, mettre des fauteuils à côté de ces bancs avec des brancards pour pouvoir se mouvoir et être vraiment en toute autonomie dans l'espace public. Et je vous l'expliquais l'autre jour, on a peut-être aussi une nouvelle génération de maires un peu plus sensibilisée grâce au travail notamment des associations qui nous permet aujourd'hui, quand on met aux normes un ERP ou qu'on le construit, donc là c'est le cas de la commune de Bénouville, on construit un pôle culturel et social, on a essayé de réfléchir à tout le parcours usager et tous les usagers différents. Donc, et les différents types de handicap. Et les différents types de handicap. Et c'est vrai que grâce aux associations, on s'est mis à la place, par exemple, d'une personne en situation d'autisme qui pourrait être impactée par la luminosité dans nos bâtiments communaux, qui pourrait être aussi désorientée sur certaines signalétiques. Donc on a essayé de réfléchir avec les associations pour un parcours usager et puis un accueil de l'usager le plus large possible. Mais c'est vrai qu'on manque, dans les petites communes en tout cas, on a de la volonté, mais on manque de financement et on manque d'ingénierie surtout. C'est-à-dire que... C'est ce qui ressort beaucoup dans l'enquête. Observatoire de... Oui, c'est ce qui ressort dans l'enquête. C'est qu'il y a une attente d'avoir une aide technique aussi. Et là encore, c'est peut-être les intercommunalités qui, elles, sont d'une plus grande taille, qui vont peut-être permettre d'amener cette solution-là. C'est un peu le cas chez vous. Oui, le rôle de l'interco. Hein. Oui, on a la chance de faire partie de l'EPCI de Caen-la-Mer, donc la communauté urbaine de Caen-la-Mer, qui pour le coup travaille beaucoup avec nous. Mais c'est vrai que finalement, c'est ici qu'on a trouvé plein de solutions. C'est pas pour dire qu'il faut venir absolument au congrès des maires, mais c'est vrai que lors de tables rondes ou tout simplement derrière, il y a les dirigeants sur le salon,
où voilà, pour l'aménagement d'un aire de jeu, c'est un des partenaires, un des professionnels qui nous a orientés vers la maison pour les troubles autistiques, qui nous a orientés vers le mobilier urbain adapté au PMR. Social et solidaire. Et on a un autre forum qui est en même temps que nous. Oui, mais l'idée, c'est aussi que le ministère a fait un guide des bonnes pratiques aussi qui va permettre d'aider aux différentes communes. Il y a aussi, je rappelle, pour les petites communes, et entre guillemets petites communes évidemment, tous les ERP de 5e catégorie où il y a aussi un fonds d'aide qui n'a pas été consommé l'an passé, à peine 10% a été consommé. Donc voilà, parfois il faut aller chercher aussi ces moyens et les DDT et les préfectures sont là aussi pour nous accompagner. C'est vrai que c'est le paradoxe de ce fonds qu'on estime sous-doté et qui en même temps est sous-utilisé. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème d'information, de communication. Ouais. Et l'enjeu du questionnaire que l'on a fait cette année, c'est aussi de dire et après, parce qu'on a fait un diagnostic très bien. L'enjeu, ça sera maintenant de retourner sur le terrain avec les associations départementales de l'AMF, avec les préfectures pour aller auprès des différentes communes et diagnostiquer comment on peut continuer à aider, comment on peut continuer à accompagner ceux qui sont les plus en difficulté, aussi bien financièrement que de manière technique, et qu'est-ce qu'on peut apporter, soit du côté, nous, de l'AMF, soit du côté des DDT aussi, pour avoir ce complément qui va permettre d'améliorer encore les choses dans les mois et les années qui viennent. Arnaud de Broca, donc le collectif, au nom du collectif, et justement, quelle vision vous avez eue? Là, vous avez entendu 2 exemples qui fonctionnent plutôt bien, mais soyons honnêtes, ce n'est pas partout pareil. Et déjà, votre vision 20 ans de cette loi très importante, donc justement, comment vous ressentez? C'est vrai que c'est un peu perturbant d'avoir le développement de l'ESS. L'autre atelier en même temps. Ça, c'est jamais eu, c'est une nouveauté. C'est pour, il y a des choses en même temps, c'est peut-être pour pouvoir éveillé, 2 choses. C'est ça. C'est un test. Effectivement, le collectif handicap regroupe 54 associations. On a beaucoup travaillé sur le bilan de la loi de 2005, alors sur tous les aspects, et pas que sur l'accessibilité du bâti dont on parle là. Il y a aussi beaucoup de sujets, mais l'accessibilité numérique des sites internet sur lequel on reviendra peut-être, parce que pour les communes, c'est quand même un sujet aussi majeur. Peut-être plus dans la seconde séquence. Peut-être plus dans la seconde, alors je me garde pour la seconde. Mais effectivement, le bilan qu'on tire, nous, de l'accessibilité, de l'application de la loi est assez négatif, puisque 20 ans après, si on part de 2005, on pourrait parler 50 ans après, la loi de 75, qui n'a pas été évoquée tout à l'heure dans les différentes lois, on est quand même encore très loin d'une accessibilité universelle, ça a été redit pour tous les types de handicap, que ce soit la voirie, les bâtiments, alors des mairies, mais là on va parler évidemment communaux, mais il y a évidemment bien d'autres bâtiments ERP qui font la vie quotidienne des personnes. Et donc tout ça fait que l'accessibilité est quand même très en retard. Alors dans les mairies, et l'enquête en témoigne, et je remercie d'ailleurs l'AMF d'avoir fait cette enquête, déjà d'avoir une commission, enfin d'avoir 2 personnes, 2 élus en charge du handicap, je pense que c'est intéressant. On a commencé un peu à échanger et je pense qu'on continuera par la suite et c'est évidemment intéressant. Je pense qu'on voit bien qu'il y a une grande diversité de communes et donc une grande diversité de motivations. Alors c'est compliqué, j'imagine que tous les gens ici sont plus ou moins motivés dans leur commune selon leur place, leur fonction. Il y a évidemment tous ceux aussi qui ne sont pas là et qui sont un peu moins motivés. Moi, j'avoue que j'ai quand même du mal, en tant que représentant associatif, de me dire que 20 ans après, on se satisfait de dire, y compris sur la voirie, alors je la déforme un peu, mais de dire que ça va se faire progressivement. Alors évidemment, on est les premiers à dire que c'est beaucoup de moyens et qu'il faut programmer. Mais ça, nous, on le disait en 2005. Là, on est en 2025. Le progressivement, ça, moi, je l'entendais en 2005, de dire, progressivement, on va faire des choses. Et il y avait une date de 2015 en plus. Alors, il y avait une date de 2015. Après, il y a eu des adaptes qui sont finis. Donc, j'avoue que le progressivement, à la fin, parce qu'on n'est pas quand même complètement déconnecté des aspects financiers, etc. Mais en même temps, j'ai du mal à me dire, on se contente encore de dire, enfin, c'est pas ce que dit exactement l'enquête.
Mais que se dire, sur la voirie, il y a bien d'autres sujets. Sur la voirie, on va y aller progressivement. Pour réagir à l'enquête, notre position aussi, puisque notre position, c'est de dire 20 ans après, 50 ans après, on a eu beaucoup d'incitations. On parlait du Fonds territorial d'accessibilité. Effectivement, nous, on fait partie de ceux qui pensaient qu'il est sous-doté par rapport aux besoins. Et malheureusement, on constate, comme tout le monde, qu'il est sous-utilisé. Donc il y a des questions d'information, etc. Il y a des questions autres, à mon avis, sur le fonctionnement du fonds, sur ce qu'il finance, etc. Mais enfin, il y a aussi une question de diffusion. Donc il y a effectivement des questions financières qui se posent. Mais nous, c'est vrai que dans notre bilan de la loi et dans nos propositions sur l'accessibilité, on porte beaucoup plus la question des sanctions. Ça ne veut pas dire sanctionner tout le monde pour tout, n'importe quand, n'importe qui, etc. Et qu'à un moment donné, nous pensons que dans cette politique publique, comme dans beaucoup de politiques publiques, les incitations, c'est bien, mais il faut peut-être passer à un certain nombre de sanctions. Moi, j'étais intéressé de lire dans l'enquête que 15% des communes étaient favorables aux sanctions. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé plus en dessous, mais j'imagine que c'est 15% des communes qui ont fait déjà beaucoup de choses, qui donc ne comprennent pas peut-être d'avoir fait tant de choses sur leur fonds, et qui finalement se disent les autres communes qui n'ont rien fait ou pas grand-chose, maintenant elles peuvent bénéficier de financement et puis on ne les sanctionne pas, etc. Donc effectivement, 15%, c'est pas beaucoup. C'est l'enjeu d'objectiver les choses. Parce que justement, il y en a qui ont fait et qui attendent peut-être de se dire et pourquoi les autres ne le font pas. Mais on a le même débat sur la loi SRU, par exemple. Après, vous le disiez sur les voiries, la complexité, c'est le systémique. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur un pôle d'échange multimodal, un partage des espaces entre qui SNCF Gare et Connexion, qui l'AOM du coin, qui le bout de commune, qui la communauté de communes, tout ça fait que ça devient plus complexe qu'une difficulté financière ou technique. C'est la complexité administrative qui fait qu'à un moment, ça n'avance pas. Et là-dessus, on a un vrai sujet à apporter les uns et les autres en se disant est-ce que la sanction va amener une réponse à ça? Non, certainement pas. Mais comment on retrouve une dynamique de se dire, et le bon sens, comment on le fait avancer? Donnons des libertés peut-être aux maires pour que ça avance. Et peut-être qu'il faut contraindre des communes, peut-être, on peut en discuter, des intercommunalités. Mais nos grandes entreprises aussi publiques, si on parle de SNCF, Gare et Connexion, étudions le nombre de gares qui sont... vous parliez de la voirie. Moi, les quais, chez moi, ils sont de 1905. Hein. La voie, elle n'a pas bougé. Le quai n'a pas bougé depuis 1905. On ne l'a jamais refait. Et il faut 70 cm pour entrer dans le train. Voilà, c'est ça notre réalité. Et même si on a fait le travail en amont, à un moment, la personne ne pourra jamais remonter dans le train. Non, mais là-dessus, en tant qu'association, on est évidemment complètement d'accord. Sur le sujet de l'enchevêtrement des compétences, de savoir qui est compétent sur quoi. Et c'est pas toujours la difficulté. Pour vous, ça doit être plus clair que pour nous, mais c'est pas toujours très clair non plus de savoir jusqu'où s'arrête la compétence des uns et des autres. Et on voit bien que sur la chaîne du déplacement, qui est aussi quand même un des sujets majeurs de la loi de 2005, et de manière générale, pour pouvoir vivre, se déplacer, etc., il faut pouvoir partir de chez soi. Donc, il faut déjà avoir un chez soi accessible. Mais bon, ça relève pas toujours complètement des communes. Et puis, il faut arriver là où on a envie d'aller. Et effectivement, dans ce parcours, il y a un enchevêtrement des compétences. Donc, nous, on porte aussi, mais enfin, ça ne dépend pas que de nous, mais l'idée de travailler sur le sujet, sur ces questions-là, entre les gares, enfin, l'exemple des gares est un très bon exemple, entre les quais, la gare, la sortie, les bus, etc. Enfin, bon, il y a et donc là, on voit bien que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance, évidemment. Peut-être un mot rapide sur le contexte des municipales, 4 mois. Vous me disiez que vous trouvez que ça doit être un thème important de la campagne. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, c'est vraiment en début de mandat. On a beaucoup parlé de programmation, que c'est vraiment au-delà de la symbolique du signal. Mais là, ça devient concret de lancer des travaux, une programmation vraiment dès le début de mandat pour les communes qui ont encore des choses à faire ou celles qui sont très en retard. Alors, il y a finalement d'en faire un sujet de campagne, mais ça, je pense que je ne dois pas être le seul à arriver en disant ce sujet-là doit être un sujet de campagne. C'est pas faux. En même temps, mais je ne dois pas être le seul non plus à dire que ça concerne quand même énormément de personnes dans une commune, par définition, sans oublier la question du vieillissement qu'on a déjà évoquée. Donc,
aucune commune ne peut dire je ne suis pas concerné, même si parfois on entend oui, mais dans ma petite commune, il n'y a pas de personnes en fauteuil, pourquoi j'en ai tout accessible, etc. À mon avis, il faut dépasser évidemment ça, et le sujet est beaucoup plus large. Donc c'est un sujet citoyen dont on doit arriver collectivement à faire un sujet. Et aussi, les personnes handicapées sont des électeurs, ce que je dis toujours aussi, et leurs familles aussi sont des électeurs. Donc il y a aussi un enjeu, alors sur beaucoup d'autres sujets, hein, mais il y a aussi un enjeu d'électorat. Après, si on veut programmer des choses, si on veut... effectivement, c'est des travaux, c'est des temps longs, faut les financer, il faut les faire, etc. Donc ça fait partie des sujets, me semble-t-il, sur lesquels il faut agir vite. De même qu'il faut agir vite sur des sujets, alors là, qui ne coûtent pas très cher, mais on a parlé de la concertation avec les associations, la question des commissions communales d'accessibilité, intercommunales d'accessibilité. Je pense que c'est des sujets aussi. Il y a encore des endroits où ça n'existe pas. Alors, ce n'est pas obligatoire partout, mais rien n'empêche d'en créer. C'est aussi un des enjeux ou un appui. Enfin, à mon avis, les témoignages étaient de ce point de vue-là éclairants. Quand on travaille avec les associations, forcément, on peut avoir des éclairages un peu différents ou des compétences d'usage intéressantes. Donc évidemment, il faut se lancer dès le départ. Si on se réveille, et ici, je ne doute pas que ça ne soit pas le cas, puisque vous êtes dans cet atelier, mais si on se réveille à mi-mandat ou en fin de mandat, forcément, on a un peu moins de latitude sur ce sujet, comme sur bien d'autres d'ailleurs. Et signale aussi en début de mandat d'avoir un élu dédié. C'est vrai que c'est mieux que ce soit un maire adjoint ou une maire adjointe qu'un conseiller municipal. Ou un maire. Oui. Ou un maire ou une maire. Mais surtout, l'adjoint ou l'adjointe doit être soutenu par le maire aussi. Ce que M. Bouard disait tout à l'heure, même si je crois que c'est une adjointe, elle fait un super boulot, mais votre rôle aussi est important. Hein. Non, mais évidemment, enfin, je ne peux pas dire l'inverse. Forcément, il faut un interlocuteur, une personne dédiée, une personne dont ça ne soit pas le sujet en plus de 40 000 autres sujets et que ça puisse s'impliquer, puisse avoir évidemment l'écoute du ou de la maire pour avancer. Par définition, si quelqu'un s'occupe d'un dossier, si quelqu'un au niveau politique s'occupe d'un dossier, ça peut bouger encore plus vite. La première sanction, ce sera des candidats qui ne veulent pas porter ce projet-là. Et je pense que là encore, je pense que ça doit faire partie des thèmes de campagne importants. Parce que la société a évolué, oui, mais encore pas assez. Moi, je vous donne l'exemple, j'ai fermé une école qui n'était pas aux normes. On avait agrandi d'autres écoles pour les mettre aux normes. C'est les enseignants en conseil d'école qui refusaient qu'on ferme l'école parce qu'il n'y avait pas d'enfants handicapés et qu'il n'y avait pas d'enfants handicapés qui s'annonçaient non plus. Et quand je leur ai dit, et vous, si vous tombez en situation de handicap, qu'est-ce qu'on fait? On vous licencie? Ah non, mais nous, on arrêtera de travailler. Mais dans quel monde vous vivez? Enfin, la logique, ce n'est pas celle-ci, loin de là. Donc, il y a vraiment à faire évoluer les mentalités. Et je pense que le prochain mandat sera encore un mandat où on fera de la pédagogie sur ce thème-là, avec le vieillissement dont on évoquait, et toutes des formes aussi de santé mentale qui apparaissent et qui vont être un sujet majeur dans les années qui viennent. Comment on accompagne nos enfants autistes demain dans les écoles, dans la natation, parce qu'il y a un vrai sujet sur la natation, etc. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu à porter. Ça va être encore un défi pendant quelques années, malheureusement, pour les uns et les autres, mais on est un certain nombre à y croire et ça, c'est important. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser que la ministre Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée à l'autonomie et aux personnes handicapées, va nous rejoindre d'ici les prochaines minutes. On pouvait dire des bêtises jusqu'à maintenant, après, c'est plus possible. Oui. C'est parce que déjà, on prend un peu de retard. Ce que je propose, c'est on va commencer à prendre les questions. Donc, n'hésitez pas. Je suis convaincu que vous avez... Je cherche un micro. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle pour passer le... Oui, madame, on vous le donnera après. Madame, je vous en prie, peut-être vous présenter aussi dans un premier temps. A priori, il marche. Vous m'entendez? Oui, bonjour, Guillaume Kishnama. Donc, je suis élu délégué. Excusez-moi. Élu délégué au handicap. On échange? Oui, là, vous m'entendez mieux. Alors, Guillaume Kishnama, Saint-Denis de la Réunion, une ville de 156 000 habitants. Monsieur, je voulais vous saluer et surtout ce que vous avez fait en introduction. Mais c'est un exemple, mais c'est un peu dommage. Vous savez, moi, de formation, je suis infirmier, parce que je suis formateur, et je dis à mes élèves, mais ne souhaitez pas d'être malade pour avoir de la bienveillance envers nos soignants. Donc, s'il faut passer par là pour être vigilant, sensible, c'est un peu dommage.
Mais bon, ça, c'était vraiment pour... Mais vous avez raison, c'est vrai voilà. que le cas est loin d'être isolé. Exactement. Ça, c'est vraiment c'est de la bienveillance, c'est de la tolérance et surtout, c'est de la lutte contre les discriminations. Et surtout, comme vous dites, on a tous un handicap. Moi, je ne parle pas chinois, donc j'ai un handicap si je vais en Chine. C'est ce que je dis souvent. Pour revenir, donc, monsieur, pour les associations, je trouve que c'est important parce que nous, élus, donc à Saint-Denis, il y a une direction. Avant, c'était Paul Sang. Mais maintenant, il y a une direction de la lutte contre les discriminations et du handicap, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est important. Il y a une direction, donc j'ai la charge d'être à cette direction avec un personnel dédié. Et surtout, nous avons mis en place cette commission communale accessibilité où les personnes en situation de handicap, c'est eux qui mènent la barre. Ah, le micro ne fonctionne plus. On n'a pas payé les piles. Merci. Donc, cette commission, on va dire, ce sont les experts, ce qu'on appelle qui mieux pour en parler. Donc, on a fait le diagnostic, moi, sur la ville de Saint-Denis, avec cette commission qui est composée de 8 personnes. On fait le diagnostic de terrain. Donc, ce sont des personnes valides, non valides, autistes, en fauteuil, en béquille. On fait le diagnostic des quartiers. Et c'est eux qui font après donc, la ligne directive et nous, on finance. Comme on dit, c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi, mes chers collègues, que ce n'est pas une prérogation, on va dire, régalienne. Normalement, c'est le département, mais nous ne baissons pas les bras pour autant. Et après, c'est un peu dommage que vraiment que les collectivités, par exemple, moi je parle pour La Réunion, que le département ne travaille pas vraiment main dans la main avec les communes. Après, ça, c'est pour d'autres raisons. Merci. C'est vrai que le département a beaucoup de compétences relatives au handicap. Donc, on peut se dire que c'est aussi un peu compliqué. Madame, on ne vous oublie pas, il y avait aussi, madame là, et en plus vous avez le micro, c'est extraordinaire. Oui, bonjour, Mathilde Sonzoni, maire de la Chambre en Savoie, au pied des montagnes. Pôle de centralité, on a la chance d'avoir un certain nombre de commerces. Je vous passe les épreuves pour mettre un toilette PMR dans l'espace public, puisque les commerçants préfèrent les avoir en face de chez eux, mais avec des marches en sous-sol. J'aimerais évoquer un sujet. D'abord, je vous remercie d'avoir évoqué la question du handicap visible et du non visible. C'est peut-être une porte ouverte, mais j'avoue qu'en zone de montagne, déjà, le handicap visible, c'est un vrai sujet qui touche également au vieillissement. Nous, la difficulté, elle ne se rencontre pas tellement au niveau de l'accessibilité des ERP, mais au niveau des collectifs privés. Je m'explique. On a un village de 1200 habitants, 78 logements au PHLM. Seuls 70, seuls 8 sont accessibles, puisqu'on a des demi-étages quasiment partout. On a rencontré l'OPAC, avec qui on a échangé. Ils m'ont dit, mais de toute façon, il n'y a même pas de demande au niveau des personnes âgées. On n'a que 11% de demande. J'ai dit, c'est gentil, j'ai 40% de ma population qui a plus de 60 ans. Et les nouveaux arrivants, c'est des gens qui viennent pour la retraite parce qu'on a gare et commerce. J'ai envie de dire, à un moment, il faut peut-être faire un parallèle, et je voudrais aussi connaître les moyens d'action par rapport aux OPH. Il faut peut-être faire un parallèle entre le ratio de la population vieillissante, ça servira indirectement au handicap, et les demandes dans ces logements à loyer modéré, parce que je pense qu'il y a quand même un lien qui se fait au niveau du besoin. Alors, je critique l'OPH, mais je dois les remercier quand même en avance sur un beau sujet. C'est qu'on a un permis de construire et on est en train de signer la vente d'un terrain pour 15 nouveaux logements sociaux. Effectivement, seuls 4 seront en PMR, mais une unité pour 10 personnes handicapées vieillissantes, parce qu'on a ESAT sur le village d'à côté et un FAM à moins d'1 kilomètre sur un autre village. Je précise l'enjeu chez nous et je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Les personnes en situation de handicap, quand elles arrivent à la retraite et qu'elles ont été en ESAT, dans nos régions, on les fait déménager et quitter tout leur coin de vie parce qu'on ne peut pas les accueillir sur place en zone rurale. Et c'est également un autre sujet. Mais donc ma question était comment faire bouger et quels sont les moyens des offices HLM pour avancer, puisqu'ils ont bien voulu regarder, mais avec nos demi-étages, on ne sert que 3 logements sur une montée, 3 sur l'autre. Donc effectivement, je comprends que concrètement, économiquement, ça ne marche pas. Mais quelle est la marge de manœuvre au niveau des HLM? Merci pour votre question. Justement, sur la question OPH, je ne sais pas, Alors, Xavier Odo. Simplement, là, je reprendrai les mots de notre président de l'AMF, redonner la liberté aux maires et redonner la main aux maires.
parce qu'on siège normalement dans les offices HLM. On a de moins en moins de mots à dire dans ces offices-là, et en particulier sur le peuplement et sur les stratégies qui sont mises en œuvre. Et peut-être que c'est des entités qui maintenant sont totalement déconnectées du monde réel, et c'est peut-être notre difficulté, et c'est peut-être là qu'il faut qu'on arrive à reprendre la main et se redonner le cap, de se dire, la dignité, elle est de se dire qu'on ne va pas faire déménager des gens à 70 ans, à 80 ans, au moment où ils ont le plus besoin de stabilité, le plus besoin de garder leurs repères. Donc je pense que c'est important. Et on va accueillir Madame la Ministre. Donc, oui, on va bonjour Madame. Donc Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes handicapées. Xavier Odo. Oui. Bienvenue. Donc, alors, je ne sais pas si on vous a déjà dit quelques mots. C'est vrai que la première séquence là, qui est en train de se finir, c'était sur l'accessibilité. Donc, on a eu des retours d'expérience. Bon, le collectif handicap qui était un peu sévère sur la loi, la question des sections, la question des sanctions. Vous voyez, je ne voulais pas le prononcer. Et question aussi des municipales, de voir l'importance de la thématique durant la campagne. Et voilà. Et l'enquête qui a été faite par l'Association des maires de France, qui est la première enquête qui a été faite pour objectiver où en sommes-nous finalement aujourd'hui dans nos collectivités, que ce soit les intercommunalités ou les communes, où en sommes-nous avec le handicap, où on en est de l'ADAP, où on en est des difficultés rencontrées. Est-ce que c'est que financier? Oui, pour une partie, aux 3/4, c'est ce qu'évoquent les maires, mais aussi des difficultés techniques. Comment on relève ces difficultés techniques? Vous avez travaillé là-dessus sur des portes de sortie aussi pour accompagner. Ben voilà, c'est tout cet enjeu-là qui nous paraît important de partager, et on était sur les questions sur cette partie-là. Et on vous laissera la parole, évidemment, dans quelques minutes. Et la seconde séquence est consacrée à la question de l'inclusion, donc beaucoup de sujets aussi, et notamment l'emploi dans les collectivités, avec le FIPH, FP notamment. Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite? Est-ce que vous voulez le faire après la seconde séquence? Vous êtes comme vous préférez. Merci beaucoup. Si vous me donnez la parole, je la prends forcément. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être aujourd'hui au Salon des maires de France pour évoquer les questions d'inclusion, d'accessibilité et les enjeux que ça recouvre, parce que je considère que la commune, la ville, le village sont vraiment les lieux majeurs de création finalement d'une société inclusive. Et je salue Luc, le maire de La Roche-sur-Yon, parce qu'on a travaillé ensemble, et on y reviendra sûrement après, mais pour moi, j'ai vraiment à cœur de valoriser les initiatives positives, je crois que vous les avez un petit peu évoquées juste avant, qui sont portées par les élus municipaux, par les maires, pour vraiment donner une dimension pleine et entière d'accessibilité aux projets qui sont portés par la commune. Je pense qu'il y a finalement un foisonnement d'initiatives très positives qui existent et qu'on peut identifier sur notre territoire national, qui démontrent que d'abord, quand il y a une volonté politique, on arrive à dépasser certaines barrières, et notamment la première qui est de dire l'accessibilité, c'est pas possible, c'est trop cher, c'est trop compliqué, etc. Il faut la volonté politique, et lorsque cette volonté politique est là, on arrive à vraiment proposer un champ de solutions, un champ de réponses extrêmement large, et c'est ce qu'on peut retrouver partout sur notre territoire national, dans différentes communes qui fonctionnent, je trouve, très très bien, qui méritent aussi d'être partagées. Et ça fait l'objet de la fameuse boîte à outils relative à l'accessibilité que j'ai demandé à la délégation interministérielle à l'accessibilité de créer et de porter, pour la diffuser et la rendre accessible à l'ensemble des élus locaux, particulièrement en amont de cette étape clé que va être celle des élections municipales, parce que je souhaite que dans chaque projet porté par chaque liste municipale, il y ait une dimension très forte qui soit donnée à l'inclusion et à l'accessibilité. Quand le projet de la commune comporte cette dimension, évidemment, ça donne une impulsion très forte, et puis surtout, ça permet de mieux garantir
que les projets, les équipements qui seront construits, les services qui seront proposés soient véritablement dédiés à l'ensemble de la population et notamment aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, juste quelques mots pour vous remercier de votre invitation et puis vous dire à quel point je pense que vraiment les maires ont un rôle majeur à jouer dans cet enjeu d'inclusion. Vous restez avec nous, de toute façon. Avec plaisir. OK. Donc, je vois un micro là-bas, madame. Encore une question hein, sur la première séquence sur l'accessibilité. Ça sera la dernière parce que là, on a déjà pris pas mal de retard pour passer à l'inclusion. Je vous en prie, posez votre question. Merci. Donc, Natacha Blanc, adjointe à la mairie de la Chapelle-des-Fougerets, à côté de Rennes. On en a parlé un petit peu. Et moi, ma question concernait le handicap invisible, notamment des enfants. Je pense aux troubles de neurodéveloppement, l'autisme, l'hyperactivité, les troubles de l'attention. Et on a pas mal de dispositifs qui sont prévus pour le temps scolaire, mais il y a une vraie question sur l'accueil dans le temps périscolaire, qui est souvent le temps qui pose des problèmes, que ce soit les temps de restauration, de temps d'accueil périscolaire. Et je pense qu'il concerne du coup au premier chef les élus. Et dans la programmation, on a parlé beaucoup de matériel, mais il y a une question aussi de formation des agents qui vont devoir gérer ces enfants. Et ça peut mettre des agents en souffrance quand les handicaps sont difficiles à gérer. Merci pour votre question. C'est une formidable transition vers la seconde séquence parce qu'on pensait plus à aborder ce sujet-là dans cette séquence. Donc, je donne la parole peut-être tout de suite à Isabelle Assy, si vous voulez dire un mot sur le sujet. Oui, je vous remercie parce qu'effectivement, votre intervention fait le lien entre la séquence accessibilité et la séquence inclusion, même si, de mon point de vue, je ne fais pas trop la différence. Hein. Quand je parle d'accessibilité universelle, on ne différencie pas, puisque de toute manière, c'est toute nature de handicap et toute nature d'environnement. Et c'est bien ça qui nous réunit. Mais pour le coup, voilà, on va cibler un petit peu plus. Là, c'était autour de la question de l'école, l'accès à l'école. Et quand on dit accès à l'école, c'est accès au périscolaire aussi. Dans l'enquête qui a été conduite par l'AMF, il est très clair qu'il y a plusieurs problématiques qui émergent. Tout d'abord, la moitié des répondants, quelle que soit la strate de population, dit qu'on a absolument besoin d'informations et de formation pour les agents de nos collectivités. Ça veut dire aussi que la moitié les mettent déjà en place. Donc voilà, on peut voir le verre à moitié plein, mais il est essentiel, vraiment, quel que soit le domaine, la formation des agents, elle est indispensable. Et justement pour éviter les peurs, parfois les difficultés, pouvoir anticiper certains comportements d'enfants. Mais au-delà de cela, il y a une autre question qui est celle des AESH, où là, 40% des communes, et particulièrement des communes de moins de 2000 habitants, disent être en grande difficulté de recrutement. Et on peut le comprendre, parce que si on est dans une commune plus grande, de fait, on aura plus de personnes potentiellement intéressées par ces métiers. Dans les petites communes, c'est moins vrai. Donc je pense qu'il y a un double enjeu. Le premier, c'est peut-être d'être plus en accompagnement des communes de moins de 2000 habitants sur le recrutement des AESH pour des raisons structurelles de population. Mais le second, c'est peut-être se dire que sur une échelle un petit peu plus grande, l'accompagnement par AESH n'est pas forcément la finalité absolue et que la question de la formation des enseignants à l'accueil des enfants porteurs de handicap, elle est aussi essentielle que d'avoir un accompagnement par une tierce personne. Moi, je suis maire de Quimper, donc dans le département du Finistère, c'est, je crois, le département qui notifie le plus d'accompagnement par AESH. C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Et je suis aussi, il se trouve, désolée, je suis aussi professeur des écoles de formation et j'ai travaillé à la MD. C'est pas grave. Non, c'est pas. Mais parce que oui, on parle un peu de nous. Je suis aussi maman d'un enfant porteur de handicap. Voilà. Donc, et j'ai travaillé à la MDPH dans les commissions pluridisciplinaires avant les passages en CDAPH pour les notifications. Et j'ai bien vu que bien souvent, c'est la difficulté à appréhender l'accueil des enfants, quelle que soit leur difficulté, qui fait qu'on dit, moi je vais demander une tierce personne, je ne sais pas le faire moi-même. Donc il y a un double enjeu. C'est vraiment l'accueil, l'accompagnement par ESH pour les
communes plus petites, mais aussi la formation des enseignants. Voilà ce que et pas que des enseignants, des agents. Et là aussi, pour former les agents, eh bien, on a parlé de mutualisation tout à l'heure sur une autre question d'accessibilité. Je crois effectivement que l'agglomération, l'échelle de l'EPCI peut être très très intéressant pour mutualiser les bonnes pratiques et donner peut-être cette ingénierie au niveau de l'ensemble des communes des EPCI. Voilà pour cette question. Merci. Je vais présenter peut-être les deux intervenantes de cette seconde séquence. Donc Françoise Descamps-Cronier, vous êtes présidente du comité national du FIPH-FP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui a été créé aussi par la loi de 2005, l'équivalent de la GFIP qui est sur le privé. Et je tiens à préciser que vous êtes aussi, vous avez été maire, vous avez été vice-présidente de l'AMF, si je ne dis pas de bêtises, donc les communes, vous connaissez bien. Seconde intervenante, Francine Doquet-Roussas, élue communautaire déléguée au handicap de la communauté d'agglomération Cap Excellence en Guadeloupe. Et effectivement, retour d'expérience, parce que votre agglomération a été lauréate d'un des trophées du FIPH-FP. Donc là, on est sur l'emploi, mais on reviendra aussi sur peut-être les questions de l'école, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soucis. On a parlé de l'accessibilité numérique aussi, qui est importante. On sait qu'il y a il y a du retard aussi, ou des choses vraiment mal adaptées. Donc, Françoise Descamps-Cronier, peut-être tout d'abord, bon, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui le FIPH-FP, mais peut-être c'est une piqûre de rappel et pas inutile de redire sa raison d'être. Et vous fêtez le 20e anniversaire, je crois, l'année prochaine. Donc, de voir tout le travail qui a été fait. Oui, alors, dire aussi que c'est le début, hier, de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, en même temps aussi que l'année qui est une année importante aussi, référence, et qui est une année étape et diagnostic et perspective par rapport aux politiques handicap. Alors, le FIPH-FP, le FIP, pour aller plus vite, et ça permettra à beaucoup de ne pas faire d'erreur dans le sigle, c'est le fonds qui accompagne les employeurs publics des trois versants, donc l'État, la territoriale et l'hospitalière, qui accompagne les employeurs publics donc pour faciliter à la fois le recrutement, le maintien en emploi, mais j'y inclus véritablement les parcours professionnels, la formation, la sensibilisation des collectifs de travail, à la fois des mesures très individualisées sur notre plateforme des aides, accessibles par tout employeur public, et aussi avec une approche collective aussi au niveau des mesures que nous proposons. Donc, à la fois par le biais donc, de la plateforme, je l'ai dit, on accompagne les employeurs publics, à la fois dans le cadre du conventionnement avec les employeurs publics, et ce qui permet effectivement d'adapter régulièrement aussi en fonction des attentes et des besoins des employeurs publics, et donc finalement des personnes en situation de handicap, à la fois dans la recherche d'emploi, mais à la fois dans l'emploi, dans la fonction publique. Alors là, on s'adresse effectivement aujourd'hui aux employeurs publics territoriaux, qu'ils soient maires, présidentes d'intercommunalités, et puis finalement tous les élus qui sont effectivement concernés par les politiques handicap, et bien sûr les personnels qui mettent en œuvre la politique des élus. Donc c'est véritablement, on disait tout à l'heure qu'il y avait une bonne dynamique dans la territoriale. Effectivement, si on regarde le côté sur les chiffres, quantitatif, le taux est de 7,24%. La moyenne entre effectivement l'État, l'obligation, je rappelle, est à 6%. Est à 6%, est à 5,93%. Donc voilà, c'est en continuelle progression. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est très hétérogène, y compris dans la territoriale, parce qu'on peut avoir effectivement des collectivités à 10-12%, n'est-ce pas, Madame la maire de Quimper, et d'autres à 2% ou à moins encore. Hein, voilà. Alors, dire quelque chose d'important quand même, c'est que nos recettes ne dépendent que des contributions des employeurs publics qui n'atteignent pas les 6%. Et
à partir de 20 agents. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas les collectivités, les plus petites collectivités qui ont moins de 20 agents, parce que c'est mutualisé, c'est la solidarité, et on accompagne tous les employeurs publics, quelle que soit la taille, effectivement, leur taille. Et donc, c'est important à souligner, et qu'on est très impliqué dans le maillage territorial. Bien sûr, on a des représentations en région, mais on a aussi, dans le cadre de la territoriale, de nombreux conventionnements, presque avec la totalité des centres de gestion, qui finalement sont aussi nos intermédiaires localement dans les départements pour permettre effectivement aux plus petites collectivités d'avoir accès directement et des conseils par l'intermédiaire des centres de gestion qui aussi, parce que le rôle du référent handicap est important, parce qu'on sait que quand il y a des référents handicap, c'est obligatoire à partir de 150. Mais rien n'interdit, bien sûr, d'avoir des référents handicap. Avant, ouais. Là, voilà. Alors, c'est pas toujours possible. Donc, la mutualisation de référents handicap aussi, à plus petite échelle, est important. Et on sait bien que quand il y a des référents handicap, eh bien, les personnes en situation de handicap dans l'emploi, eh bien, sont beaucoup mieux accompagnées, qu'il y a une politique handicap qui est suivie, et que effectivement, ça amène à un aspect qualitatif, parce qu'on parlait de l'aspect quantitatif tout à l'heure avec les taux, mais ça ne suffit pas. Et nous, on est véritablement très impliqués dans la volonté d'agir sur le qualitatif, c'est-à-dire, par exemple, les parcours professionnels, pour qu'ils ne soient pas figés, et puis la sensibilisation véritablement des collectifs de travail, parce que, et notamment par rapport à la santé mentale, mais pas que, mais sur la santé mentale, les employeurs ont du mal à appréhender les difficultés de recruter des personnes avec effectivement des troubles psychiques. Donc voilà, donc c'est très important. Dire aussi qu'en complément de l'étude de l'AMF, qui est importante, et je la salue parce que ça permet aussi de faire un pas pour montrer l'importance portée par l'AMF sur les sujets du handicap. On progresse à l'AMF parce que là, on a les référents handicap, il n'y en avait pas forcément avant. Et voilà, et là, c'est véritablement inclus dans le cadre du congrès des maires, hein, et donc c'est important. Il y a une enquête IFOP qu'on a coportée avec notre partenaire l'AGFIP et l'ADAPT, qui est en complément aussi de celle qu'on avait portée l'année dernière sur justement l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, mais pas que, parce qu'il y a le secteur privé. Une enquête miroir très importante, puisqu'il y a 8000 personnes qui ont été interrogées, à la fois une grande majorité de personnes en situation de handicap, mais aussi des dirigeants, des RH, etc. et tout, des représentants de la population globale, et puis des personnes dites valides qui travaillent effectivement, qui sont salariés ou agents. Et donc là, on s'aperçoit effectivement, comme l'année dernière, que le handicap est un véritable frein à l'emploi, au recrutement, au maintien dans l'emploi, au parcours professionnel, à l'accès à la formation, et qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, et que quand on voit effectivement dans l'enquête de cette année qu'ils sont un certain pourcentage quand même à dire qu'ils ont envie d'être reconnus pour leurs compétences, ça peut nous paraître évident, parce qu'effectivement, on n'est pas défini par son handicap ou sa pathologie, mais par les compétences qu'on peut apporter à un employeur. Donc voilà, et beaucoup d'ambition bridée, d'autocensure. Pourquoi ça a été évoqué tout à l'heure avec l'environnement de travail et le côté managérial bienveillant ou pas. Effectivement, quand l'aspect managérial, l'employeur bienveillant, etc., est plutôt présent, eh bien, ça libère la parole. Et quand la parole est libérée, eh bien, la situation de handicap ne devient plus un problème, parce qu'il y a la capacité de dire. Voilà. Donc, c'est toujours l'équilibre entre transparence et protection. Transparent, je dis que j'ai un handicap. Et puis la protection, oui, mais si je le dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. Donc, l'importance du côté managérial qui apporte beaucoup aussi par rapport au côté qualitatif. Et je pense, et on le voit bien dans les collectivités où il y a un gros pourcentage de taux d'emploi, etc. et tout, eh bien, la prévention est encore prise en compte davantage qu'ailleurs, et ça pourrait faire baisser le taux d'ailleurs, parce qu'il y a de la prévention.
Mais c'est gagnant-gagnant. Hein. Ces collectivités-là ne sont pas moins performantes que les autres. Sinon, elles hésiteraient à le faire. Voilà. Donc c'est gagnant-gagnant. Et puis c'est le respect effectivement de la différence et le respect effectivement de l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté. C'est quand même ce que prône la loi de 2005 en donnant un cadre législatif et qui embarque véritablement tous les secteurs de la vie quotidienne, en insistant aussi sur la question de l'accessibilité universelle, parce que ça c'est important. C'est pour ça tout à l'heure aussi je parlais de l'approche collective. Et moi je dis toujours que dans le cas d'une politique handicap, dans une collectivité par exemple, eh bien, ce n'est pas une politique à côté des autres. C'est une politique qui est à l'intérieur de la politique globale, et il faut avoir une approche systémique qui permet aussi finalement d'avoir non pas simplement une aide plus individualisée, elle est nécessaire aussi hein, bien sûr, mais qui va vers plutôt de la transformation de l'organisation du travail et des espaces de travail. Et tout le monde resterait gagnant dans ce cadre-là. Merci, merci à vous. Et c'est vrai que derrière les chiffres, c'est vrai qu'on voit aussi dans les collectivités des fois des différences selon les services. Et effectivement, ça c'est un message aussi important de dire, ça concerne tous les services et pas certains services que je ne nommerai pas. Et c'est vrai que vous avez cité Quimper, ville comme agglomération, des beaux chiffres, entre 10 et 12%. Pareil pour La Roche-sur-Yon. Et je ne sais pas si on aura le temps, mais de voir que ça ne tombe pas comme ça. C'est une politique aussi au long cours. Et c'est vrai que si vous avez ces chiffres-là, c'est des choses qui ont été engagées il y a pas mal d'années, de plusieurs mandats même. Un mot, Isabelle Assy ? Oui, bien sûr. C'est vrai que, vous l'avez dit, la ville de Quimper est autour de 12% d'emploi des agents en situation de handicap, ce qui est remarquable au regard de la moyenne nationale. Mais vous l'avez dit aussi, ce n'est pas une fin en soi, parce que la question, c'est aussi celle de la qualité de l'accompagnement. Et je vais même plus loin, et c'est plus difficile, c'est celle de la diversité des handicaps, des personnes, enfin de la nature des handicaps pour lesquels on embauche des personnes. Et ça, comme on ne peut pas faire d'ailleurs d'enquête, parce que c'est la liberté individuelle de déclarer ce handicap ou pas, et surtout de déclarer la nature de ce handicap, on a du mal à savoir réellement quelles sont les personnes accueillies. Je dis ça parce qu'il y a quand même une vraie problématique pour les troubles psychiques, vous l'avez dit, et il y a une autre problématique pour les retards de développement intellectuel. Et moi, je crois que les personnes avec troubles psychiques, avec troubles neurodéveloppement ou avec des déficits intellectuels ont aussi leur place dans nos collectivités. Et je pense que là, on doit encore gagner en efficience, en sensibilité, en différenciation pour pouvoir aller le plus loin possible du côté de la qualité de l'accueil des personnes embauchées dans nos collectivités. Je crois qu'il y a la dame qui voulait... Oui, voilà. Ouais. je vous oublie pas, hein, rassurez-vous. Donc je redis, hein, Francine Doquet-Roussas. Francine Doquet, je vous remercie de nous avoir invités à ce forum pour faire partager avec la salle, avec les personnes ici présentes, de notre expérience. Je fais partie d'une communauté d'agglomération de 250 agents qui regroupe 3 communes. Et c'est vrai qu'il y a parmi des agents de cette collectivité des personnes en situation de handicap. Il faut dire que dès le début, nous avons voulu mettre l'accent sur l'inclusion de ces agents. Parce qu'il est important que les agents puissent se sentir bien dans le métier qu'ils exercent. Et bien sûr, il faut les accompagner. Les accompagner comment ? En allant vers eux. Nous avons mis en place des actions pour aller chercher ces personnes en situation de handicap. On a mis en place une enquête, c'est un exemple que je donne, une enquête destinée à tout le personnel. Et nous avons eu certains retours où des personnes osent se déclarer, c'est-à-dire une enquête bien ciblée. À ce moment-là, on fait un tri, on regarde, et puis on essaie de les faire venir et échanger, et permettre à ce que ces personnes se déclarent. Puisque vous savez, souvent la personne est porteuse de handicap, mais n'ose pas en parler. C'est souvent un sujet tabou. Il ne faut pas en parler, il ne faut pas qu'on sache. Tandis que là, on les met à l'aise parce que nous avons un référent handicap, on a l'impression de Mme Argent, un référent handicap au sein de la communauté qui va vers ces personnes. Elles se sentent plus à l'aise puisqu'elles sont... il y a une confiance qui s'installe. Et là, on leur permet de remplir un dossier. On examine avec, bien sûr, la MDPH et voir si elles sont éligibles
à une prise en charge de personnes handicapées. J'ai souvent entendu que les populations vieillissent chez nous. Nous avons un taux de vieillissement extraordinaire. C'est-à-dire que dans notre département, d'ici 10 ans, nous aurons à peu près 60% de la population qui aura dépassé 60 ans. Donc c'est dramatique. Il faut penser à toutes ces personnes. Il faut penser aussi à toutes celles qui sont déjà sur place et qui ont besoin professionnellement d'être accompagnées. Il y en a qui vous disent, de toute manière, je n'ai pas d'avenir dans mon travail puisque je suis handicapée. Non, il faut leur redonner confiance. Il faut faire tomber les barrières. Il faut essayer d'effacer les préjugés, faire en sorte que les gens puissent s'ouvrir. Et nous avons mis en place, justement dans le cadre du FIP, qui nous a permis d'être lauréat de ce concours, en fait, oui, c'est ça, et d'avoir ce trophée, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Sur l'année, nous avons eu à peu près 4 actions où on a mis en binôme des personnes en situation de handicap et des personnes qui travaillent normalement pour pouvoir leur dire, mais voilà, je suis capable de faire ça et permettre à ces personnes d'évoluer dans son métier. Par exemple, nous avons eu aussi, c'est un exemple que je vous donne, un agent en situation de handicap qui s'est ouvert. Elle a fait vivre son quotidien à ses collègues en disant, voilà, je suis handicapée, voilà ce que je vis. Et les gens étaient surpris. Elle a dit que moi, j'ai besoin de travailler parce que ça me maintient en santé et en vie. Ça a été sa phrase. Ça me maintient en santé et en vie. Donc, vous voyez, diverses actions ont été mises en place. La journée des mobilités, où on a fait venir du personnel et voir est-ce qu'on peut se déplacer facilement sur tel ou tel boulevard et que les gens soient vraiment en contact avec le quotidien des personnes handicapées et se dire que, ah oui, voilà, il y a ça à faire. Donc, nous avons fait tout cela. D'ailleurs, ça a été mis dans notre dossier. Sur notre dossier, nous avions choisi la catégorie communication, sensibilisation pour pouvoir faire voir aux agents, aux autres personnes de la communauté qu'il faut absolument accompagner les personnes en situation de handicap. Vous êtes tous collègues et aider les autres, faire en sorte que ces personnes soient à l'aise. Sur ce travail de sensibilisation, vous insistez sur de le faire vraiment auprès de tous les agents, oui. Pas de certains services, voilà. Et de le faire de façon, je ne dirais pas continue tous les jours, mais effectivement de ne pas avoir une belle opération ponctuelle, mais d'avoir une démarche continue. Voilà, on essaie de le faire sur toute l'année. Par exemple, pour Octobre Rose, toute la communauté a été invitée. On a eu la présence de spécialistes, mais aussi la présence pas seulement des personnes qui ont eu le cancer, mais de personnes handicapées. Tout le monde était là et tout le monde a pu participer. Donc, ce ne sont pas des actions ponctuelles. Il faut que ça se fasse sur toute l'année. Si on veut vraiment amener les gens si on veut vraiment faire tomber les barrières, les préjugés, tout ça. Merci pour votre témoignage. On reviendra peut-être, parce que je vois le temps avance, on va peut-être prendre les questions dans la salle. J'avais dit tout à l'heure un mot, Arnaud de Broca, sur cette thématique, effectivement, parce que le collectif, vous avez aussi des choses à dire. Oui. C'est pour une question. Je vous promets, je vous donne la parole juste peut-être un mot, Arnaud de Broca. Voyez, on se bat pour vous donner le micro. Oui. On vous coupe pas la parole. Alors un mot, mais je ne sais pas sur quelle thématique, parce que les thématiques abordées ont été multiples. Moi, je voulais revenir, puisque j'ai fait un teasing tout à l'heure, et ça me semble important, sur l'accessibilité numérique. Oui, vous avez raison. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais ça, je ne comprends vraiment pas. Parce que tous les sites internet des mairies ont été refaits depuis la loi de 2005. Ou alors, s'ils n'ont pas été refaits, il faut vraiment les faire. Parce que depuis en 20 ans, ça a quand même énormément changé. Beaucoup de sites ne sont pas complètement accessibles, même s'il y a des progrès, évidemment, encore heureux. Mais donc, ça me semble un sujet parce que
être citoyen dans une ville, maintenant, c'est quand même beaucoup aller regarder le site pour avoir des informations sur la culture, les sorties sportives, etc., etc., sur l'ouverture des bureaux de la mairie. Enfin bon, bref, il y a toutes les informations qui sont là. Donc, s'il y a un message que je dois faire passer, ça peut être un sujet de début de mandat, on en parlait tout à l'heure. Refaire le site internet, s'il y a une nouvelle équipe, souvent c'est le premier truc qu'on fait. Sur l'emploi, moi je suis d'accord évidemment avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire il y a eu des progrès, grâce notamment au FIP qui a été créé par la loi de 2005. Il y a la question du pourcentage, mais de la qualité, c'est évident, vous l'avez dit à multiples reprises, donc là-dessus je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a la question de l'éducation qu'on a peut-être, et de la pause méridienne qui était évoquée. Dans l'enquête, j'ai bien vu que c'était un sujet qui remontait beaucoup. C'est un sujet qui remonte aussi beaucoup de la part des enfants et des parents, évidemment, et qui ne comprennent pas. Là, on est encore un peu dans un sujet d'enchevêtrement des compétences qu'on parlait sur le bâti, c'est-à-dire qui est compétent, quand, où. Une personne handicapée, que ce soit un enfant, un adulte, à la limite, ça ne devrait pas être un sujet. C'est de la tuyauterie, ça. Donc, ça ne devrait pas être un sujet qui impacte sa pause déjeuner ou son déplacement. Donc là, il y a évidemment des sujets qui ne relèvent pas que des maires, une fois encore, qu'il faut travailler de manière plus globale. Et voilà, donc les sujets sont multiples. Et peut-être sur les élections, j'ai vu aussi qu'il y avait des questionnements sur l'accessibilité des bureaux de vote. Sur les procédures de vote. Là encore, la loi date de 20 ans, alors souvent c'est dans les écoles ne sont pas forcément accessibles, mais bon, si justement elles ne sont pas forcément accessibles, ça pose des questions sur l'accès à l'école de manière générale, en dehors des procédures de vote. Donc là aussi, il y a des enjeux évidemment, et puis pour que les personnes handicapées soient évidemment élues aussi. Ça pose la question, et là on rentre en période électorale évidemment, de l'accessibilité des programmes, des réunions, des meetings. Alors, il n'y a pas des meetings dans toutes les communes, mais enfin, en tout cas, des réunions d'information. Ayons en tête que ça soit accessible pour que toutes les personnes, les électeurs, puissent avoir accès au programme et choisir en connaissance de cause. Et l'accessibilité numérique est importante aussi, là, justement, par rapport... L'accessibilité numérique peut être importante, y compris pour développer des votes électroniques, mais enfin, on n'est pas partout non plus. Françoise Descancrenier, un mot. Juste tout petit mot. Deux choses, oui, tout à fait. Sur l'accessibilité numérique, là, il est question des usagers. Mais côté agent, il y a aussi des grosses difficultés parce que les applicatifs métiers ne sont pas accessibles non plus. Et donc, le FIP est intervenu et intervient auprès de la DINUM, délégation interministérielle à l'égalisation du numérique, pour effectivement, en finançant à hauteur de 20 millions d'euros, pour permettre effectivement que ces applicatifs métiers, notamment, soient effectivement conformes au RG2A. Et il y a d'autres points dans notre convention de financement, et y compris aussi un appel à projet pour les collectivités locales. Donc je le dis là parce que ça me paraît important. Et juste une autre chose par rapport à l'interdépendance de tout. Nous, bien sûr, on accompagne dans l'emploi, mais l'éducation ne nous est pas étrangère non plus, parce que à partir du moment où les personnes en situation de handicap, et c'est démontré statistiquement, ont moins de diplômes, c'est qu'au niveau scolaire, il y a un problème en amont. Donc, et que si effectivement il n'y a pas accessibilité globale dans l'espace public, etc., eh bien ça a aussi a une importance par rapport à l'emploi aussi, et à l'accès à l'emploi ou au maintien à l'emploi. Donc voilà. Merci. Il nous reste quelques minutes pour questions et questions. Il y a le monsieur que j'oublie pas, mais c'est vrai que j'allais oublier la dame qui a eu raison de lever la main, parce que vous aviez le micro sur la première séquence, donc ça peut-être même sur l'accessibilité, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est logique qu'on vous donne la parole. Donc on vous écoute. Merci beaucoup. Camille Corret, je suis adjointe au maire de Lamballe-Armor, une commune nouvelle de 17 000 habitants dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Et je suis par ailleurs assistante sociale spécialisée en handicap. Je travaille dans une association qui ne fait que de l'accueil temporaire. On est une des seules en Bretagne qui accompagne des enfants de 5 ans à 70 ans sur tout type de handicap. Et par ailleurs, en tant qu'adjointe, je suis forcément responsable en termes d'accessibilité. Et puis le travail avec l'agglomération également de Lamballe-Terre-et-Mer, où on a 39 communes. C'est pas à peu près, c'est ça. Mon propos, il rejoint la première partie, la deuxième partie, parce qu'en fait, quand on parle d'accessibilité, c'est-à-dire que si on met de l'accessibilité, ça veut dire qu'on permet l'inclusion et qu'on permet l'autonomisation. Pour moi, ça... Et quelle que soit la situation de handicap.
Et en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut qu'on garde en tête, à mon avis, c'est les détails. C'est les détails, c'est les petites choses du quotidien en fait qui font que pour nous ça va être simple, mais que pour eux ça va être un peu plus délicat. C'est les irritants, comme on dit. Peut-être. En tout cas, c'est à chaque fois qu'on va modifier quelque chose au sein de notre commune, c'est qu'est-ce que ça va modifier chez eux en termes de parcours journalier au quotidien, qu'ils soient enfants, adultes, personnes âgées, parce que quand on parle PMR, on parle personnes mobilité réduite. Et la mobilité réduite, elle peut arriver à n'importe quel âge de la vie. Je suis moi-même, on parlait tout à l'heure de l'aménagement du poste de travail, j'ai une RQTH avec un handicap invisible, j'ai donc bénéficié de ça dans le cadre de mon travail. Je ne peux pas faire plus inclusion là, à l'heure actuelle, en tant qu'assistante sociale avec une RQTH dans le handicap. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'inclusion, c'est aussi, on parle de l'emploi, on parle... des AESH, et d'ailleurs en Côte d'Armor, je vous invite à aller voir, c'est un collectif qui s'appelle AESH en Lumière, qui est sur le territoire de Lamballe, et où il y a une volonté de faire mieux, parce qu'on voit qu'il y a un nombre d'enfants qui ne sont pas suffisamment accompagnés. C'est autre chose, on pourrait en parler pendant longtemps, et nous, la collectivité, par rapport à ça, sur les temps périscolaires, on met à disposition des professionnels, moniteurs éducateurs, ME, etc., AMP, pour ces enfants sur ces temps méridiens qui n'ont pas ou peu de droits en termes d'accompagnement, d'aide humaine, et où les professionnels sont un peu démunis. Donc il y a ça. Il y a aussi la question de l'inclusion culturelle. Oui. Ouais, voilà, j'arrête. Mais je pense que c'est important parce qu'on parle de beaucoup de choses, et la culture, une personne en situation de handicap, l'inclusion culturelle, c'est aussi ce qui lui permet de s'insérer, de s'inclure dans la vie de la cité et de pouvoir œuvrer au quotidien et d'avoir un vrai rôle. Et je trouve que c'est une vraie nécessité de prendre ça en compte, en plus des aménagements voiries, etc., avec le travail des agents, où moi j'ai ces mêmes difficultés. Mais l'accessibilité, elle est très large, et si on veut un vrai épanouissement, il y a toutes ces questions-là qui sont à travailler, et donc il faut des financements aussi pour le permettre, et former l'ensemble des professionnels, associations, agents, etc. Voilà, merci. Merci. Il va y avoir des réactions à vos propos, mais je prends, parce que le monsieur va m'en vouloir, sinon, et ce n'est pas le but. Hein. Je vais être rapide. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre. Yoann Bruyère, je suis adjoint en charge du handicap sur une petite commune de 7000 habitants. J'ai une autre casquette, je suis aussi directeur d'une plateforme de prestations auprès d'enfants et adultes autistes sur le département de la Loire. Je suis également animateur du collectif Handicap Loire Nord auprès de Antoine Vermorel-Marquez et Sylvie Bonnet qui sont députés. J'ai deux questions. Nous, en tant que commune, on a déployé le format d'habitat partagé, et en même temps, dans l'association, on le porte et on le soutient. Mais on s'aperçoit que les départements qui portent aujourd'hui le déploiement des formats d'habitat partagé, ou habitat inclusif qu'on appelle, moi je préfère le terme partagé, sont aussi en grande difficulté. Au-delà de 2029, on a très peu de visibilité sur qu'est-ce que va devenir l'habitat partagé, même si vous l'avez fortement soutenu ces derniers mois. Les financements sont réduits et vont être à 50% de nouveau à la charge des départements. Donc où on va ? Comment on accompagne? Et deuxième question, et puis je m'arrêterai là, quand on parle d'inclusion, entre guillemets, plutôt de ville inclusive ou société inclusive, j'aime pas forcément le terme inclusion, je travaille souvent avec Jean-François Chaussy, où il me boycotte un peu sur cette terminologie-là. C'est comment on permet à ces enfants, à ces adultes, souvent avec un handicap très sévère, notamment avec des troubles du développement intellectuel, d'avoir accès à des accès aux loisirs, à un accueil de loisirs, parce que souvent le milieu ordinaire n'est pas toujours adapté. On propose du spécialisé, mais on rentre dans aucun cadre juridique, puisqu'un accueil de loisirs est traditionnel. Et pour les adultes, après 18 ans, n'en parlons pas, on n'a plus droit aux loisirs, puisqu'il n'y a pas de cadre juridique. Voilà, je voulais avoir votre réponse, si possible. Merci. Merci. Une dernière question, madame, et après on sera aux réponses. Je vous en prie. Merci. Donc moi, j'interviens au titre d'APF France Handicap, puisque je suis vice-présidente, et donc je me présente, je suis Hélène Valentin du Lac. Et donc, effectivement, on partage un certain nombre des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, mais je vais enfoncer une porte ouverte sur l'accessibilité et dire que c'est un des piliers de la loi de 2005, et que sans accessibilité, en fait, il y a nos libertés, nos droits qui sont entravés. Et je vais vous parler essentiellement aussi de l'accessibilité de la campagne, parce que des campagnes électorales et du fait de participer à la vie publique et à la vie politique,
puisque dans le titre de la loi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi la participation sociale des personnes en situation de handicap. Et donc, nos revendications sur le sujet, c'est de promouvoir et de rendre effectif le droit de vote, de rendre accessible à toutes et à tous la campagne municipale, mais aussi les débats publics, les bureaux de vote, et de faciliter l'organisation de transport le jour du scrutin, de garantir l'accessibilité des conseils municipaux et des instances de participation citoyenne à toutes et tous, que ce soit de l'accessibilité béton-bitume, mais aussi de l'accessibilité numérique, la traduction en langue des signes française, les documents faciles à lire et à comprendre, mais aussi de la sensibilisation des agents de la commune, de la ville et des partenaires sur tous les types de handicap, de nommer un référent élu handicap au sein de la mairie. Et en fait, c'est surtout aussi de pouvoir permettre la participation sociale des personnes en situation de handicap, notamment au sein des conseils municipaux. C'est-à-dire que le fait de se présenter aussi aux élections municipales, mais surtout qu'on ne reste pas uniquement cantonné en tant qu'élu dans le sujet du handicap. Nous aussi, on veut parler de culture. Nous aussi, on veut parler d'autre chose que du handicap et du social. Nous aussi, on veut parler de tous les sujets de la vie politique et de la vie publique, et pas uniquement du handicap. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vrai que ça rejoint un certain nombre de choses qu'on a pu dire, qu'Arnaud de Broca notamment a pu dire. Donc vraiment merci à vous. Madame la ministre, c'est vrai que vous avez été interpellée, si je puis dire. Une réaction, j'imagine. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de répondre synthétiquement, mais un petit peu à tout le monde, pour vous dire que l'inclusion, ça passe par le développement de solutions d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans la cité. Et toutes nos politiques publiques d'accompagnement des personnes en situation de handicap, elles s'inscrivent dans cette logique, dans notre jargon qu'on appelle de transformation de l'offre, qui consiste à dire que l'accompagnement qui est apporté par les professionnels du médico-social, il doit permettre d'accompagner dans le milieu ordinaire, dans la cité, dans la vie commune de chaque citoyen, que les citoyens vivent ensemble. Et ça, c'est vraiment la philosophie dans laquelle on inscrit nos politiques publiques liées au handicap. Et ça veut dire que, par exemple, pour l'école, qui est un sujet qui a été soulevé tout à l'heure, au-delà de la question des AESH, et je pourrais y revenir rapidement, mais c'est surtout de dire, ce que l'on veut, c'est que nos enfants puissent grandir ensemble à l'école, mais que les enseignants soient accompagnés et soutenus pour pouvoir accompagner ces enfants. Et pour cela, ça veut dire que le médico-social, il doit venir dans l'école. Il doit venir auprès des enseignants, il doit venir auprès des AESH, et c'est ce qu'on est en train de déployer à travers ce qu'on appelle les pôles d'appui à la scolarité, qu'on a expérimenté dans plusieurs départements, et que là, on est en train de commencer à déployer dans de nouveaux départements, qu'on va généraliser ensuite partout sur le territoire national. On va mobiliser en fait des professionnels du médico-social et des professionnels de l'éducation nationale qui vont être formés pour pouvoir permettre de bien accompagner les enfants. Alors évidemment, il y aura quand même des temps particuliers d'enfants dans des IME, dans des instituts dédiés en fonction des besoins des enfants, mais l'objectif, c'est qu'on puisse accompagner les enfants dans le milieu ordinaire et les professionnels également. Cette transformation de l'offre, on la retrouve aussi dans l'emploi. Par exemple, on demande à tout le secteur du travail protégé de s'orienter vers le milieu ordinaire, vers l'entreprise, vers les employeurs, pour accompagner les personnes dans le milieu ordinaire et que chacun puisse vivre pleinement sa vie de citoyen, là encore, dans l'emploi. Et ça traduit vraiment la manière dont on veut développer nos différentes réponses. Et je vais répondre aussi sur la question qui m'a été posée sur l'habitat partagé. C'est une solution à laquelle je crois beaucoup. Ça répond à la fois aux attentes des personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir avoir
un chez-soi, son domicile, avec le cas échéant des espaces partagés, avec un accompagnement qui vient au domicile grâce notamment à l'habitat partagé. Et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a volontairement ajouté des dépenses nouvelles. Je le dis parce qu'il n'y en a pas beaucoup des dépenses nouvelles dans ce budget, mais on a mis des dépenses nouvelles sur l'habitat partagé. Ce qui est d'ailleurs est très soutenu par les parlementaires de tous bords. Je veux le dire aussi, c'est qu'on a quand même cette vision-là commune. Et le but, c'est qu'on puisse développer des nouvelles réponses d'habitat partagé, parce qu'on croit beaucoup dans cette solution, et qu'on le fasse en soutien aux départements qui appellent effectivement, comme vous l'avez dit, à plus d'aide financière pour pouvoir créer ces solutions d'aide à la vie partagée, ces différentes réponses qui répondent d'ailleurs aux personnes en situation de handicap, mais aussi de plus en plus aux enjeux du vieillissement. Ça sera ça. Alors, je veux dire, ça, c'est aussi des enjeux majeurs pour les élus, et parfois les deux se recoupent un petit peu. Et donc, là, il y avait le congrès des départements de France la semaine dernière, où le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de l'État auprès des départements avec des aides financières supplémentaires et un travail sur la décentralisation et sur comment est-ce qu'on redonne pleinement la main aux départements sur les questions du domicile et de l'habitat partagé. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que globalement, notre approche, c'est ça. Moi, je développe des recrutements de professionnels du médico-social pour aller en soutien des personnes en situation de handicap, mais dans la cité. Et puis, sur la question, je vais revenir en 2 secondes sur la question. Oui, en 2 secondes, parce que là, on a déjà débordé, je vous avouerai. En 2 secondes, parce que les élections municipales arrivent et que c'est maintenant qu'il faut vraiment que tous les candidats aux municipales portent des projets d'accessibilité et d'inclusion. Donc je redis, je refais ma petite promo boîte à outils, retrouver les bonnes idées qui existent un petit peu partout sur le territoire. Et nous avons engagé aussi avec le ministre de l'Intérieur un travail sur la question des élections, de l'accessibilité de ces élections, l'accessibilité des programmes et aussi la place des personnes en situation de handicap dans les listes. Voilà, donc ça, ce sont des choses que chacun de vous peuvent aussi porter, que vous soyez candidat ou participant à une liste ou que vous soyez électeur, de soutenir ces démarches. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Un petit mot de conclusion, Isabelle Assy, parce que c'est vrai qu'on a déjà débordé. Il y a l'autre forum, ils vont bientôt nous investir. Mais quand même, un petit mot. C'est vrai que par rapport à ce qu'on avait entendu avant, c'est compliqué. Un petit mot de remerciement déjà à l'attention de tous les participants et pour ces motivations que vous portez au quotidien pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et évidemment, remerciements aux personnes qui ont participé et à Madame la Ministre pour sa présence qui est fortement appréciée. Juste 2 mots. On a parlé des commissions d'accessibilité. Il y a quand même un outil qui est très très peu connu et très peu utilisé. On pourra le mettre dans la boîte à outils s'il n'y est pas. C'est le conseil, il doit y être. C'est le Conseil local du handicap, le CLH. Qu'est-ce que c'est? C'est la commission qui est faite par les personnes en situation de handicap pour toutes les questions relatives à la vie du quotidien. Donc CLH, voilà, je ne veux pas le présenter, je n'ai pas le temps, mais CLH, c'est vraiment un très bel outil et je pense que ce serait important qu'on puisse le développer dans les différentes communes. Et un dernier mot, un peu moins réjouissant, mais c'est mon rôle, on est en congrès des maires, nous sommes aussi en train de préparer nos budgets de villes et d'agglomérations. Il y a un projet de loi de finances qui est vraiment très difficile. On commence à voir les résultats du DILICO et des pertes de compensation fiscale. Attention, attention, préservons la capacité à faire des communes et des intercommunautés parce que vraiment, là, ce qui s'annonce à nous inquiète et c'est autant de budget en moins pour avoir des projets innovants sur le fonctionnement, mais autant de projets d'accessibilité en moins sur l'investissement. Donc voilà, on compte sur vous pour porter aussi ces questions-là sur nos budgets de ville et d'intercommunalité. Un grand merci pour votre présence et puis pour votre action au quotidien. Merci beaucoup et merci à toutes les intervenants et les intervenants. Et désolé pour le forum suivant de notre petit retard.